mettre sur le pied une... Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Le président de la République, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi la 34e réunion ordinaire du Conseil des ministres à la Cité de l'Union africaine. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour. Avant de clôturer ce Conseil des ministres, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dit de nouveau sa détermination très rapidement à sortir nos populations qui sont sous occupation. Cette 34e réunion ordinaire du Conseil des ministres a commencé à 15h43 jusqu'à 17h23. Suivez la lecture de ce compte rendu par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Donc restez connectés sur Clébois Original pour la suite de nos programmes. Compte rendu de la 34e réunion du Conseil des ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
a présidé ce vendredi 7 mars 2025 à la Cité de l'Union africaine, la 34e réunion ordinaire du Conseil de ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Examen et adoption des textes. La communication du président de la République a porté sur 2 points principaux, à savoir 1. Du programme d'action de l'Inspection générale de finances pour l'année 2025. Dans le cadre de la reprise des missions de contrôle de l'IGF, interrompue depuis le mois de mai 2024, et du lancement du programme de ces actions pour l'année 2025, le président de la République a rappelé qu'il avait instruit son directeur de cabinet à organiser une réunion avec toutes les parties prenantes le lundi 4 mars 2025 au Palais de la Nation. Les concernés étaient essentiellement les présidents de conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux adjoints des entreprises du portefeuille et des établissements publics de l'État. Les buts principaux de la rencontre étaient de les sensibiliser sur la nécessité de renforcer la mobilisation des recettes, la bonne gouvernance financière et d'assurer un meilleur suivi des politiques publiques en matière de gestion de finances publiques. À cette occasion, l'inspecteur général des finances, chef de service, a été instruit de privilégier les missions d'encadrement et de surveillance en vue de contribuer efficacement à l'amélioration dans la mobilisation des recettes et promouvoir l'implémentation de la bonne gouvernance dans les entreprises du portefeuille, les établissements publics, les provinces ainsi que les entités territoriales décentralisées. Ainsi, suivant son instruction, l'Inspection générale des finances devra se focaliser principalement sur les 4 axes suivants: les acquisitions immobilières, les paiements des avantages dus aux mandataires publics, le respect des règles de passation des marchés publics, l'exécution des marchés publics par les prestataires en ordre avec le fisc, c'est-à-dire ceux qui auront présenté leur quitus fiscal, tout en censurant du service fait dans les cadres de marchés publics. Par ailleurs, le président de la République a précisé qu'une attention sera aussi accordée au contrôle des effectifs en vue d'améliorer la maîtrise de l'enveloppe salariale à charge du Trésor public. À cet effet, l'IGF pourra faire des états des lieux des engagements effectués, surtout pendant ces 3 derniers mois, par rapport à l'organigramme de chaque entreprise du portefeuille ou établissement public. Pour ce qui est des entreprises d'économie mixte, l'Inspection générale des finances devra demander les rapports des commissaires aux comptes aux fins des vérifications devant garantir la participation de l'État. De ce qui précède, le président de la République a engagé la Première ministre, le vice-premier ministre de l'Intérieur et Affaires coutumières, ainsi que le ministère sectoriel concerné exerçant la tutelle des entreprises et des établissements publics, d'accompagner l'Inspection générale des finances dans le cadre de ses missions et de continuer à sensibiliser les gouverneurs de province, les responsables des ETD, ainsi que les mandataires publics au professionnalisme et à la responsabilité pour l'atteinte des objectifs poursuivis, notamment la bonne gouvernance qui implique la redevabilité et l'amélioration de la mobilisation de recettes. Enfin, il a attiré l'attention de l'IGF sur le fait que cet exercice ne devrait pas être un point bloquant les fonctionnements normaux des entreprises, les établissements publics ainsi que les entités territoriales décentralisées. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite. Depuis son accession à la magistrature suprême, le président de la République a placé la couverture santé universelle au cœur de ses priorités. Grâce à nos engagements, d'importants financements ont été mobilisés chaque année, notamment pour l'achat des vaccins essentiels, le cofinancement des nouveaux vaccins et le renforcement de la chaîne d'approvisionnement et des infrastructures sanitaires. Malgré ces avancées, notre système de vaccination reste fragilisé par des défis structurels et contextuels comme le manque d'infrastructures, les conflits et la désinformation. Ce qui fait que le taux de vaccination de notre pays demeure encore faible par rapport à l'objectif de 90% de couverture vaccinale fixé par l'Organisation mondiale de la santé. Le président de la République a insisté sur le fait que la vaccination est un droit fondamental et une responsabilité collective. Chaque enfant mérite un avenir sans poliomyélite, sans rougeole,
sans maladie évitable et que notre engagement aujourd'hui devrait déterminer la santé des générations futures. Il a dès lors engagé les gouvernements, au travers de chaque ministre concerné, de libérer les financements nécessaires pour assurer la disponibilité continue des vaccins, de suivre chaque trimestre les performances de la couverture vaccinale, de renforcer les plans d'urgence pour la relance de la vaccination, accélérer l'introduction du vaccin contre le cancer du col de l'utérus, créer un cadre provincial efficace pour la couverture santé universelle. Dans la suite de la communication du président de la République, la première ministre chef du gouvernement est revenue sur la réunion extraordinaire qu'elle a eue avec les membres du groupe de coordination de partenaires et ambassadeurs, ainsi que le membre de l'équipe gouvernementale concernée. À la suite des rencontres qu'elle a précédemment eues avec Mme Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, et de son adjoint Bruno Le Marquis, coordonnateur des opérations humanitaires. Les buts ultimes étaient de se pencher sur les problématiques de mobilisation des financements additionnels au regard des enjeux de l'Est de la RDC, de la crise sécuritaire et humanitaire, ainsi que des ajustements quant à ceux. Cette réunion extraordinaire tenue le 4 mars 2005 a permis, entre autres, d'évoquer les questions liées à la politique d'accès aux territoires sous occupation pour la continuité ou non des programmes de développement en cours d'exécution, la mise en place des mécanismes de dialogue sur les questions naissantes, notamment celle des réductions des délais de développement avec la suspension des programmes financés par l'USAID, la réorientation active de l'approche Nexus pour des solutions durables, la libre circulation des acteurs humanitaires et les développements en vue de la mise en place des couloirs humanitaires. Les vice-premiers ministres de l'Intérieur, celui du plan de la coordination des aides de développement, celui des finances, de droits humains, ainsi que celle des affaires sociales, ont fait partie de l'équipe gouvernementale qui a pris part à ces assises. À chaque point soulevé, des pistes et des solutions ont été évoquées. Sur un autre chapitre, la Première ministre a évoqué la nécessité d'accélérer les travaux du programme de développement local de 145 territoires en vue de promouvoir l'émergence des territoires et d'améliorer les conditions de vie de nos populations conformément à la vision du président de la République. La finalisation des travaux de la première phase devrait s'accompagner de la réactualisation des études pour la deuxième phase qui concerne les routes et dessertes agricoles. À cet effet, des instructions claires ont été données au vice-premier ministre, ministre du Plan, au ministre d'État budget et infrastructures ainsi qu'au ministre des Finances qui sont en interaction avec les 3 agences d'exécution. Au deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif au point d'information, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a présenté au Conseil le rapport sur l'État et l'administration du territoire. Cette semaine, l'esprit de la population a été marqué par la satisfaction suite à la poursuite des condamnations internationales, mais surtout des sanctions contre le Rwanda, particulièrement celles de l'Allemagne, du Canada, ainsi que l'attitude des clubs de football qui menacent de rompre leur partenariat. Sur un autre volet, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a informé le Conseil de son instruction permettant aux autorités provinciales du Sud Kivu de procéder à l'installation des institutions de la province dans la ville d'Uvira. Il a également évoqué ses échanges avec le secrétaire général de la SENCO suite aux conséquences à tirer du communiqué concernant la stigmatisation de Swahiliphone. Dans les mêmes ordres d'idées, il a rencontré le secrétaire permanent du PPRD avec qui il a échangé notamment autour des actions clandestines que mènerait leur parti. Il a rappelé à l'un comme à l'autre la nécessité de respecter scrupuleusement les lois en vigueur en République démocratique du Congo. Au sujet de la criminalité urbaine, le vice-premier ministre a soutenu que l'opération Ndobo continue de récolter des résultats encourageants à travers le pays. À Kinshasa, cette opération qui s'est poursuivie la semaine dernière où les bouclages ont permis d'appréhender 205 suspects dans les nuits du 28 février au 1er mars 2025 et 507 autres suspects dans celles du 3 et 4 mars 2025. Toujours sur ces chapitres sécuritaires, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a informé le membre du Conseil de la situation des opérations militaires dans les zones affectées par l'agression. Sur le front nord, il a indiqué que les forces armées de la République démocratique du Congo
maintiennent leur position face aux multiples tentatives des agresseurs rwandais visant à occuper le Béro-Centre, Butembo-Beni. Sur les fronts sud, malgré les renforts reçus en hommes et en matériel, la coalition RDF M23 n'a pas réussi à avancer et à conquérir de nouvelles positions face aux forces armées de la République démocratique du Congo qui sont déterminées à les contenir dans les territoires de Walikale notamment. Cependant, ces criminels RDF M23 poursuivent leurs actes de violence et des tueries des populations civiles et des présumés militaires. C'est le cas de l'assassinat organisé des blessés militaires et autres civils admis dans les hôpitaux Il-Africa et CBC à Goma. Dans les Sud Kivu, les FARDC maintiennent leur position dans le territoire d'Uvira. En Ituri, les forces armées de la République démocratique du Congo ont récupéré Nyamamba et les 3 autres villages occupés dans les territoires de Djougou par le groupe armé Zaïre. Dans l'espace Grand Katanga, l'opération Usalama contre les Bakata Katanga s'est poursuivie sans relâche avec les renforcements des dispositifs de contrôle pour contrer les infiltrations ennemies. Dans la partie ouest, les FARDC ont continué des opérations de destruction des bases et des postes de résistance des insurgés Momondo. Il a été noté la neutralisation de plusieurs d'entre eux et la récupération des armes. Au sujet de la situation épidémiologique, avant de présenter la situation épidémiologique en RD Congo, le ministre de la Santé publique s'est apaisanti sur la situation sanitaire des provinces qui sont victimes de l'agression rwandaise. Au Nord Kivu, du 1er au 2 mars 2025, la division provinciale de la santé a signalé l'enlèvement des malades, des blessés des guerres assimilés aux militaires FARDC et leurs gardes malades par les criminels RDF M23 dans 2 établissements de soins, à savoir l'hôpital Il-Africa, où 15 personnes ont été enlevées, les centres hospitaliers Bethesda Ndosho, 116 personnes, dont 46 blessés et 70 gardes malades ont été enlevés pour une destination inconnue. À ce jour, aucune information n'est donnée concernant la destination de ces malades et de leurs accompagnants, ni les motifs de leur enlèvement. Du 26 février au 3 mars, 28 nouvelles admissions des blessés avec plaies balistiques ont été enregistrées dans les formations sanitaires de Goma, ramenant le cumul à 5 515 blessés et un nouveau décès intra-hospitaliers étant enregistrés, portant le total des décès intra-hospitaliers à 1573. Au cours de cette semaine, 137 cas suspects des Mpox, dont 33 cas confirmés, ont été enregistrés du début de l'année 2025 jusqu'à la 8e semaine épidémiologique. Les cumuls est de 6 545 cas suspects, dont 1583 cas confirmés et 5 décès. Au Sud Kivu, du 28 février au 3 mars, 13 nouvelles admissions des blessés avec plaies balistiques ont été enregistrées, dont 2 graves à l'hôpital provincial de Bukavu et 10 blessés à l'hôpital de Kanyola, portant le cumul à 1143 blessés et aucun nouveau décès intra-hospitalier n'a été enregistré. Concernant le Mpox, la tendance à la 8e semaine épidémiologique dans les Sud Kivu, comparée à la semaine précédente, a été marquée par une augmentation de cas suspects, passant de 1463 à 1918. De 2024 jusqu'à la 8e semaine 2025, les cumuls est de 81 497 cas suspects, dont 15 465 cas confirmés et 1593 décès, soit une létalité de 1,95%. Le ministre de la Santé a terminé son intervention en évoquant les conclusions du 4e Forum national qui s'est tenu du 5 au 6 mars 2025 à Kinshasa sous les thèmes stratégiques, immunisation, nutrition et lutte contre les cancers du col de l'utérus. Résultat de la 3e enquête démographique de santé. Le vice-premier ministre, ministre du Plan, représenté par le vice-premier ministre, ministre de l'Économie, a présenté au Conseil les résultats de la 3e enquête démographique et de santé en République démocratique du Congo. En effet, des données ont été collectées en 2023-2024 par sondage sur les caractéristiques socio-démographiques, les pratiques d'allaitement, l'état nutritionnel des femmes et des enfants de moins de 5 ans, la mortalité infantile, la mortalité adulte et la santé de la mère et du nouveau-né. Au cours de cette enquête, 27 573 femmes de 15 à 49 ans dans tous les ménages sélectionnés et 12 681 hommes de 15 à 59 ans ont été interviewés avec succès, soit un taux de réponse de près de 99%. Elle révèle qu'un ménage congolais compte en moyenne 5,3 personnes. Les enfants de moins de 15 ans représentent 49% de la population des ménages. De plus, 22% de la population ont accès à l'électricité. Parmi les femmes,
et les hommes de 15-49 ans, 15% de femmes et 4% d'hommes n'ont aucun niveau d'instruction. En ce qui concerne la fécondité, l'indice synthétique de fécondité est de 5,5% par enfant par femme, 1% de femmes de 15-49 ans en union et 24% de femmes non en union et sexuellement actives utilisent des méthodes modernes de planification familiale. Au sujet de la santé des mères et des nouveau-nés, 85% de femmes de 15-49 ans entre 15 et 49 ans ont reçu de soins prénatals d'un prestataire qualifié. Pour 83% des naissances vivantes, l'accouchement s'est déroulé dans un établissement de santé. Les ministres du plan et de la coordination veillera à ce que les données soient utilisées dans les processus d'élaboration et d'évaluation des programmes et projets du développement dans notre pays. Les rapports EDS RDC3 est disponible sur son site. Situation des réfugiés congolais au Burundi et en Ouganda. La vice-ministre des Affaires étrangères a présenté au Conseil la situation des réfugiés au Burundi et en Ouganda à la suite de l'agression rwandaise de notre pays en vue d'une intervention urgente. Il en ressort que nos ambassades à Bujumbura et à Kampala ont identifié près de 76 912 compatriotes réfugiés vivant dans des conditions de précarité. Face à cette urgence humanitaire, la vice-ministre de la coopération et des affaires étrangères a informé le membre du gouvernement des actions qui ont déjà été entreprises et celles qui doivent l'être en vue d'aller au secours de ses compatriotes. Le président de la République a immédiatement instruit les ministres concernés à mettre à la disposition du ministère des Affaires étrangères des moyens permettant de venir très rapidement au secours de ses compatriotes. Au troisième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, les membres du gouvernement ont approuvé les relevés des décisions prises lors de la 33e réunion ordinaire du Conseil de ministres du vendredi 28 février 2025. Au chapitre 4 du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption des textes, 7 textes. 1. Projet de décret présenté par le ministre de la Justice et garde de Sceaux portant fixation des sièges ordinaires des cours administratifs d'appel. Il a précisé que le présent texte vient combler un vide réglementaire et rendre effectif l'installation des juridictions d'appel de l'ordre administratif sur toute l'étendue du territoire national. Après débat et délibération, ce texte a été adopté. Pour sa part, le ministre des Finances a soumis au Conseil 4 projets d'ordonnance loi pour examen et approbation. Il s'agit respectivement du projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt du 16 octobre 2024 conclu entre la République démocratique du Congo et les fonds africains de développement au sujet du programme régional d'appui au développement des infrastructures et des valorisations de ressources en eau transfrontalières entre la République démocratique du Congo et la République centrafricaine. Les projets d'ordonnance loi autorisant la ratification de l'accord de prêt numéro 16-153 du 5 octobre 2024 conclu entre la République démocratique du Congo et les fonds de l'OPEP pour le développement des infrastructures et valorisation de ressources en eau transfrontalières entre la République centrafricaine et la République démocratique du Congo. Projet d'ordonnance loi autorisant la ratification de la convention de prêt syndiqué entre la RDC et les banques commerciales. Projet d'ordonnance loi autorisant la ratification de la prise de participation de l'État dans la société Air Congo, laquelle prévoit que le gouvernement de la République participe à hauteur de 51% et Ethiopian Airlines à hauteur de 49%. Après débat et délibération, ces textes ont été adoptés. Projet d'ordonnance, les ministres des Ressources hydrauliques et électricité a présenté au Conseil pour examen et approbation le projet d'ordonnance modifiant l'ordonnance numéro 20/015 du 26 mars 2020 portant approbation de la convention de crédit conclue en date du 22 décembre 2023 entre la République démocratique du Congo et China Construction Bank Corporation Beijing Branch au titre de financement du projet des réhabilitations et des modernisations du groupe G23, G24 et G26 d'Inga 2. Après débat et délibération, ce texte a été aussi adopté. Projet des décrets.
La ministre de la Culture, Arts et du Patrimoine a soumis au Conseil pour examen et délibération le projet des décrets portant statut de l'artiste et des professionnels de la culture en République démocratique du Congo. Elle a expliqué qu'il y a nécessité d'assurer à ces créateurs et acteurs des conditions et un environnement de travail conséquent, des facilités diverses à même de les hisser au niveau des vrais acteurs des développements avec des droits et des devoirs. Ces statuts visent donc à les inciter vers leur professionnalisation effective, leur insertion progressive dans les secteurs classiques du travail et leur intégration dans la sphère socio-économique du pays. Ces statuts visent aussi à créer un environnement à même de leur assurer une autonomie financière, une protection sociale, une formation continue, tout en les incitant à œuvrer dans une dynamique associative et formelle, mais aussi à leur imposer des obligations fiscales grâce auxquelles les secteurs culturels pourront contribuer davantage au budget de l'État. Après débat et délibération, ce texte a aussi été adopté. Avant de clôturer le Conseil de ministres de ce jour, le président de la République a de nouveau dit sa détermination très rapidement à sortir nos populations qui sont sous occupation et leur a destiné de mots de solidarité. Commencé à 15h43, la réunion du Conseil de ministres a pris fin à 17h23. Je vous remercie. On doit mettre sur pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Clément